Il y a eu la révolution culturelle, mai 68, les Rolling Stones, les Cheveux Longs, les Black Panthers, les Palestiniens, l'Underground, et depuis 2-3 ans, plus rien. Est-ce que je dois te rappeler que t'es Arrête pas de chez toi? arrête de m'appeler mon ami déjà. Toi et moi, on n'est pas si amis que ça. Hein? Donc déjà, tu vas redescendre. Je suis pas ton ami. Tu me vois prendre mon pied et attaquer des vieilles dames avec nos futurs tatoués sur la poitrine? Je comprends rien de rien à ce qui se passe. T'as qu'à voir à la télé, les mecs, ils ont pas de ventre, on sait même pas s'ils chient. Mais célébrer, pourquoi vous voulez célébrer le cinéma? Parce Il est pas assez célèbre déjà? Ou il l'est plus assez? Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'Éclipse. Ce mois-ci, on va faire un épisode un peu bilan de ce mois d'avril 2026 où nous allons traiter de 4 films que vous allez découvrir au fil de l'épisode. Pour cet épisode, je suis avec Thomas. Comment ça va Thomas ? Salut, ça va? Écoute, tu le sais, je suis ravi de découvrir cette nouvelle formule qui est un peu plus récapitulative du mois d'avril à travers 4 films qu'on a aimés ou pas. Oui, effectivement, je précise pour nos auditeurs que l'idée vient de toi et que voilà, ça va être un essai. J'espère que ça va plaire aux gens qui vont nous écouter. Et je suis aussi avec Arthur. Comment ça va Arthur ? Bonsoir, bonjour à tous. Ça va très bien, toi? Ça va très bien, je te remercie. Et voilà, du coup, on va commencer avec le premier film. Avant de commencer, juste, si vous aimez cet épisode et que cette formule vous plaît, n'hésitez pas à le dire. N'hésitez pas à vous abonner aussi, parler du podcast autour de vous. Ça fait vivre le podcast. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir des retours et puis surtout de discuter cinéma avec les gens en commentaire. C'est toujours intéressant. Et donc, nous allons passer au premier film qui est sorti le 1er avril en France, qui est The Drama. On passe une petite bande-annonce et je vais laisser Thomas présenter le film. Alright, so before we got married, we did this thing where we said the worst thing we've ever done. Okay. I'll tell mine if we all do it. Promise? What did you do? This dog. Beer bottles and porn. You left an Arab night. Yeah. What's the worst thing I've ever done? Okay, Are you serious? Dans The Drama, on suit un couple, Zendaya et Robert Pattinson, donc un couple extrêmement glamour qui va se marier. Tout semble aller bien pour eux, ils sont dans les préparatifs. Et un soir, avec leurs 2 amis qui vont également servir de témoins, ils célèbrent un peu le mariage qui va venir. Ils boivent un peu trop de vin et se racontent leurs plus sombres secrets. Mais le secret de Zendaya va un petit peu faire hésiter tout d'un coup Robert Pattinson quand il découvre une partie cachée de Zendaya qu'il ne connaissait pas. Voici le pitch de The Drama. C'est réalisé par Christopher Borgli, que vous connaissez peut-être parce que l'année dernière, ou il y a 2 ans, était sorti Dream Scenario avec Nicolas Cage, qui avait fait un petit peu le buzz, voilà, que moi je n'ai pas vu. Voilà, donc il revient avec son nouveau film The Drama. Donc vous avez peut-être écouté mon YouTube Short sur The Drama. Là je vais avoir l'occasion d'en parler un petit peu plus longtemps. Moi c'est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve que c'est très intéressant de prendre le cadre du mariage parce que on est dans quelque chose d'extrêmement préparé, surtout aux États-Unis, hein, vous imaginez bien, vous avez tous vu des films et des séries dessus, où on répète même le dîner du mariage, on va 20 fois chez la photographe, on choisit la robe parfaite avec toutes ses copines, etc. C'est quelque chose qui est très ritualisé en fait. Hein. Et en fait, tout d'un coup, Zendaya va sortir de ce chemin tout tracé pour révéler une partie d'elle donc qu'on ne soupçonnait pas, et tout d'un coup faire preuve en fait d'authenticité et d'honnêteté, et cette authenticité va en fait complètement bouleverser tous les plans de tout le monde. Donc je vais très très grandement spoiler, on en a parlé avant, c'est vraiment un film que je conseille de découvrir au cinéma. Si vous ne l'avez pas vu, vraiment passez au film suivant. Voilà. Donc Zendaya va révéler que quand elle était plus jeune, elle a failli commettre une tuerie de masse dans son collège américain, puisqu'elle était harcelée, et donc pour une façon de se venger, elle voulait voilà, tuer tout le monde. Et elle ne l'a pas fait, mais en fait, c'est pas qu'elle ne l'a pas fait parce qu'au dernier moment, elle s'est ravisée en mode genre, ah non, non, c'est un acte de violence, je ne peux pas. Elle s'est ravisée parce que ce même jour-là, il y a eu une tuerie dans sa ville, et du coup, en fait, quelqu'un lui a un peu
couper l'herbe sous le pied, je sais pas comment dire, et elle s'est rendue compte que elle pouvait pas, quand elle a vu tous ses camarades qui étaient effondrés par ce qui venait de se passer, elle pouvait pas rajouter une couche, on va dire quoi. Donc c'est vraiment, on va dire que son destin s'est joué à quelques minutes près. Et on est beaucoup sur est-ce que l'intention d'avoir fait quelque chose, donc là quand même une tuerie de masse, et je vous laisse imaginer à quel point c'est des sujets qui sont extrêmement sensibles aux USA, beaucoup plus qu'en Europe, on le sait. Est-ce que avoir cette idée-là, l'intention, et puis vraiment être venu au collège avec son arme pour tuer tout le monde, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut pardonner ou est-ce que, on va dire d'une façon plus concrète et légale, c'est le fait d'être passé à l'acte qui peut être condamné. Et c'est quelque chose qui s'est passé il y a 15 ans en arrière, puisque maintenant elle a à peu près 30 ans dans le film, et à l'époque elle avait genre 13 ans. Donc on peut se poser la question, est-ce qu'on peut pardonner un acte aussi grave qu'elle n'a même pas commis ou pas 15 ans après? Et moi ce que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est que bon, non seulement il y a cette question de est-ce que une intentionnalité peut être condamnable, qui est juste une question on va dire philosophique, mais que je trouve très bien incarnée à l'écran. Mais ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est qu'en fait Robert Pattinson au début, donc le personnage du fiancé, du futur mari, le secret de Zendaya en fait, il se dit bon je suis pas fan de l'idée mais ça va en fait. Et c'est par le regard des autres autour de lui qui lui disent non mais tu te rends compte ce qu'elle a failli faire, comment tu peux l'épouser, etc. qu'en fait son regard va changer. Et je pense que le personnage de Robert Pattinson, il est plus inquiet du regard des autres sur lui, du regard des autres sur son couple, et pas vraiment de son regard sur Zendaya. Alors il va commencer à douter d'elle, parfois il va la voir avec des couteaux, il va se dire oh là là, elle redevient folle, etc. Mais vraiment je pense que c'est le monde extérieur et la pression sociale qui va vraiment conditionner l'esprit de Robert Pattinson, parce que sa première réaction était vraiment bon c'est un gros secret mais ça ne change rien dans mon désir quoi. Moi je trouve que c'est vraiment un film qui est très intéressant et qui, quand j'ai regardé un petit peu les critiques américaines et critiques européennes, je pense que ça parle plus forcément aux critiques américaines. C'est un sujet extrêmement sensible et je voyais des critiques européennes pas qui ne prenaient ça un peu à la légère, mais qui disaient un peu genre oui bon elle a pas fait donc passons à autre chose, c'est idiot ce sujet. Non mais enfin on est quand même. Enfin, ici, c'est une réalité extrêmement concrète. Je veux dire, il y a des fusillades, pas forcément en milieu scolaire, mais il y a des fusillades tous les jours aux États-Unis. Donc c'est vraiment un sujet qui est extrêmement concret. Et je trouve que le film parle aussi de cette société américaine. Il y a un moment où il y a un personnage qui dit oui, alors elle ne l'a pas fait, mais dis-toi que vu qu'il y a à peu près une fusillade par jour, voire bon, pas tous les jours, mais vous voyez ce que je veux dire, parfois c'est une moyenne quoi. Il y a combien de gens qui pensent à le faire? Et donc c'est vrai qu'on se dit la question, c'est vrai que c'est une société extrêmement violente puisqu'il y a tous les gens qui sont un peu comme le personnage de Nadia qui au dernier moment pour X ou Y raison ne vont pas le faire. Et je trouve que c'est un film aussi dont on peut parler ensuite avec les gens avec qui on l'a vu, de se poser la question, ou même les gens qui l'ont pas vu, de se poser la question est-ce que toi c'est quelque chose que tu pourrais accepter ou pas? Et en fait il y a des réactions extrêmement différentes. Et le personnage de la meilleure amie qui est joué par Alana Haim qui était dans Licorice Pizza, complètement choqué. Et j'ai eu pas mal de discussions avec des gens qui disaient non mais genre c'est la méchante du film parce que elle rejette complètement Zendaya. Mais moi, je sais pas comment j'aurais réagi, mais je peux entendre que découvrir ça, quand même, ça te fait un choc, quoi. Et que même si c'était il y a 15 ans, même si la personne ne l'a pas fait, tu peux te dire, est-ce qu'il y a quelque chose de cette personne que je n'ai pas perçu, quoi. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment un film que j'ai beaucoup aimé et j'y suis allé sans rien savoir, donc c'est aussi joué à la surprise, quoi. Je savais pas du tout de quoi parlait le film, non seulement le secret, mais je savais vraiment aucune direction du film. C'est important, important, je sais pas, c'est peut-être mieux de voir le film sans forcément savoir les tenants et aboutissants, donc c'est vrai que nous on en parle et on spoil parce que c'est dur quand même de parler du film sans forcément dévoiler ce qu'il raconte. Pour revenir tout de suite sur ce que tu dis, moi je pense que, et c'est une des choses dont tu n'as pas parlé, mais que je pense que de mon point de vue purement européen, parce que alors pour les auditeurs qui ne le savent pas, toi tu vis aux États-Unis, hein, donc c'est vrai que tu es peut-être un petit peu plus comment dire, sensible à ce genre de thématique. Moi je suis français, je vis en France. Le personnage d'Alana Haim, donc Rachel, est un peu vue comme la méchante du film parce que non seulement bon elle a un comportement assez désagréable quand même après cette révélation. Après moi je trouve quand même que c'est de toute façon un personnage qui est relativement désagréable parce que déjà lors de la fameuse séquence du dîner c'est quand même elle qui force la main à son mari pour
raconter en fait l'histoire un peu gênante du truc. Enfin, c'est elle qui initie le truc, mais son mari à la base il veut pas et elle insiste quand même énormément. Et surtout, moi de mon point de vue d'Européen, Zendaya en fait est la seule qui raconte quelque chose qui ne s'est pas passé. Et ce que vont dévoiler les autres personnages, à mes yeux, il y a quand même des choses qui sont très problématiques. Et j'ai même envie de dire que ce que va dévoiler le personnage de Alana Haim est peut-être même encore pire que ce que a pu penser Zendaya. Alors c'est pour ça que tu dis, après, chacun a des réactions un peu différentes, mais je veux dire, entre eux, effectivement, il y a l'intention et l'acte. Ce que fait quand même Alana Haim est assez grave, et en plus on peut même se demander à quel point elle ment sur la finalité, la conclusion de cette histoire-là, puisque après tout, c'est que elle qui raconte ça, raconte quelque chose, elle dit à la fin, en gros, tout est bien qui finit bien, mais est-ce que c'est pas quelque chose qu'elle s'est raconté à elle-même, et qu'en fait, tout n'était pas si bien que ça à la fin. Bon bref, passons. Moi, quelque chose que j'ai beaucoup aimé, alors faut quand même savoir que j'allais voir le film vraiment sans rien en attendre. Déjà, je trouve que le début du film, on croit assez vite à cette histoire en fait entre Pattinson et Zendaya. Je trouve qu'ils représentent très bien le couple, je trouve qu'ils vont bien ensemble. C'est intéressant d'en parler parce qu'on va traiter d'un autre film qui n'est pas encore sorti en fin d'épisode, encore avec Robert Pattinson dans un couple, où là je trouve que le couple ne fonctionne pas du tout, alors ce qui peut se comprendre dans le cadre du film en question, mais bon, on va y revenir tout à l'heure. Et là, je trouve qu'on croit à mort au couple. Et quelque chose que j'ai bien aimé dans la mise en scène, en fait, c'est à partir du moment où on sait cette histoire-là pour Zendaya, c'est qu'il y a beaucoup de choses aussi qui vont tourner autour de la mise en scène. C'est-à-dire qu'il va y avoir une espèce de bizarrerie qui va se mettre en place, où il va y avoir des événements qui sont pas censés se passer comme ils se passent. On va avoir des espèces d'hallucinations où le personnage de Pattinson va voir en fait sa femme avec une arme lors de la séance de shooting photo, il va se l'imaginer avec une arme dans les mains. Il va avoir des flashbacks d'anciennes séquences où à un moment donné il voit du coup sa future femme s'énerver et il va voir cette séquence autrement, avec une violence peut-être plus accrue qu'il ne l'avait vue auparavant. Et en fait, oui, effectivement, c'est une révélation qui va complètement faire disjoncter le personnage de Pattinson, qui va finir par faire tout un tas de conneries dans son couple, et qui va, en gros, provoquer un malaise assez conséquent le jour du mariage, où tout va, pour le dire un peu grossièrement, tout va partir en couille. Ce qui est peut-être pas la scène la plus subtile, mais qui reste quand même assez jouissive, on va dire, d'un point de vue purement spectateur. Et voilà, moi c'est vrai que ce que j'ai aimé, c'est cette espèce de trouble qui se met en place en fait pendant tout le film. Ce que j'aime bien, c'est la manière dont qu'une personne peut être plus compliquée que l'idée qu'on en a à l'origine. C'est-à-dire que voilà, le personnage de Zendaya, ça avait l'air d'être une gentille fille, machin, truc, et en fait on découvre qu'elle a eu cette idée-là de faire une tuerie, ce qui est quand même un truc, comme tu l'as dit, c'est quand même pas anodin d'avoir pensé à ça. Et en même temps, on découvre aussi que c'était une fille qui a décidé de faire ça parce qu'elle était harcelée dans sa jeunesse. Donc en fait, elle voulait faire ça plus ou moins par vengeance. Ensuite, on découvre que quand elle a vu, comme tu l'as dit, le choc que ça provoque chez les autres, elle s'est décidée à du coup faire partie d'une espèce d'association anti-armes, presque des activistes. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte qu'une personne est peut-être un peu plus compliquée que ce qu'on peut forcément en penser comme ça, on va dire d'un point de vue extérieur, même quand on est le mari ou la femme de cette personne-là. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Voilà, après, j'ai pas grand chose de plus à dire, je trouve que ça se suit plutôt bien, il y a des choses qui sont peut-être à mes yeux un peu surécrites, je pense par exemple à la fin, qui est assez belle, je trouve, mais qui, on la voit venir en fait, on la voit venir parce que déjà la séquence est un petit peu annoncée en deux temps par le passé dans le film. On va dire que la fin, on la voit venir, mais ça reste une jolie fin, ça m'a quand même beaucoup plu. Et puis la fin, c'est aussi un moment, pour parler un peu de mise en scène, qui fait un peu plaisir, on va dire, c'est-à-dire que c'est quand même le moment où on va les revoir tous les deux dans le même cadre, et pas séparés, même dans le même cadre, parce qu'à un moment donné, on les voit quand même plus souvent en chant contre chant qu'autre chose. Ils sont quand même, à un moment donné, à partir de la révélation de Zendaya, ils sont vachement séparés par la mise en scène, les deux personnages, et même quand on va les voir dans le même plan, il va y avoir toujours un espèce d'événement, de truc qui va les séparer. C'est-à-dire que par exemple, je pense à ce plan du mariage, où quand Robert Pattinson fait son discours, il est debout, il fait son discours, mais les deux personnages
personnages sont séparés en fait par une tête. Au premier plan, en contre-jour on va dire, et donc voilà, les personnages sont toujours séparés et à la fin ils se retrouvent, et voilà, c'est un film comme toi qui m'a beaucoup plu, et j'en attendais pas grand chose, et ça m'a vraiment beaucoup. Ok, alors moi j'ai pas revu le film parce que bon, je l'ai vu au cinéma et je n'y suis pas retourné, mais je pense en filigrane, il y a peut-être quelque chose sur le personnage de Robert Pattinson qui serait le vrai personnage problématique du film pour moi, parce que déjà on peut penser à cette scène de rencontre qui est absolument fake de sa part, ou pour provoquer la rencontre mignonne, je sais pas comment dire, il va, on va dire, mentir directement à Zendaya. Donc on peut dire, est-ce que c'est mignon ou est-ce que c'est creepy? C'est un peu entre les deux. La première fois où il va l'embrasser, c'est un petit peu, on va dire, forcé, et il y a une grosse alerte rouge qui apparaît à l'écran derrière les personnages. Donc est-ce que c'est pas un red flag pour Zendaya? Et aussi je voudrais parler des secrets de tout le monde. En fait le secret de Robert Pattinson, c'est qu'il a harcelé quelqu'un à l'école, et donc je trouve que c'est rigolo entre guillemets, que Zendaya a failli donc provoquer cette tuerie de masse parce qu'elle était harcelée, et Robert Pattinson, quand il raconte son secret, à la fin on découvre que l'enfant a changé d'école, mais il le tourne un petit peu après en disant non mais genre il devait déménager, mais encore une fois on ne sait pas si c'est vrai. Et donc voilà, je trouve que le personnage de Robert Pattinson, qui apparaît au début comme le héros devant lequel le personnage peut s'identifier, en fait, il est beaucoup plus peut-être nuancé et retors qu'il n'y paraît. Voilà. Oui, complètement. Le personnage de Pattinson est hyper creepy. Enfin, quand tu prends un petit peu les détails comme ça, comme tu l'as cité, j'ai pas voulu parler des autres révélations, mais effectivement, moi je trouve que ça soit celui de Alana Haim ou celui de Pattinson, les actes qu'ils ont faits, je trouve qu'ils sont beaucoup plus répréhensibles. Ne serait-ce que parce que c'est vraiment arrivé. Donc bon, voilà, c'est un personnage qui est assez trouble aussi. Mais je trouve que c'est intéressant d'avoir des personnages qui restent assez gris en fait dans le film. Je veux dire, ils sont ni tout blanc ni tout noir. Surtout que Pattinson, il agit quand même assez mal après tout ça. Enfin, je veux dire, après il y a une séquence avec la cousine de Alana Haim en fauteuil. Parce que Alana Haim, alors faut quand même savoir aussi, voilà, elle pète un câble parce que sa cousine, elle est devenue handicapée à cause d'une tuerie. Enfin voilà, donc ça sort pas non plus de nulle part. Puis lui, il est quand même très bizarre avec elle, il est très bizarre avec sa collègue, enfin, il est très bizarre tout court, c'est vraiment un mec, effectivement, bon, c'est un personnage un peu étrange. Et puis j'aime bien aussi, je voulais rajouter un autre truc, et puis on va passer au film d'après, c'est le côté, il y a aussi tout un discours sur la mise en scène de la tuerie, parce que Zendaya dit quand même qu'en fait, elle a voulu faire ça parce qu'elle trouvait ça stylé, parce que ceux qui se mettent en scène, en fait, quand ils font ce genre de choses, et ben elle trouve que ça fait gangster, ça fait stylé, etc. Et elle aussi, elle essaye de se mettre en scène, et il y a une séquence qui est assez drôle malgré ce qui se passe, où elle veut se filmer en fait un peu en gangster, elle veut littéralement se mettre en scène, et ça ne fonctionne pas dans le film. Son truc fait que de couper, Windows affiche que ça s'enregistre pas, etc., etc. Donc c'est assez drôle, et au final la scène n'a pas lieu, et la vidéo n'a pas lieu, et la tuerie n'a pas lieu. Mais il y a aussi voilà tout un côté mise en scène qui est traité dans le film, où on peut aussi questionner la raison qui pousse certaines personnes à faire ce genre d'acte, et que c'est peut-être aussi un cercle vicieux, un genre de serpent qui se mord la queue, parce que ceux qui font ça en fait sont fascinés par ceux qui l'ont fait précédemment. Donc voilà, c'est un peu, il y a un côté fascination par la mise en scène à côté de la tuerie. Effectivement, c'est plutôt confronté aux conséquences qui va la faire elle changer d'avis, et je trouve que voilà, c'est un cheminement de pensée qui est quand même assez intéressant quand c'est traité via l'adolescence du personnage de Zendaya. Voilà, je pense qu'on a fait, je ne vais pas dire qu'on a fait le tour, parce qu'on aura beaucoup d'autres choses à dire sur le film, mais on va quand même passer au film d'après. Alors le film d'après, c'est un film qui est sorti le 15 avril en France, qui s'appelle La corde au cou, qui a été réalisé par Gus Van Sant. On passe une petite bande-annonce, et on revient juste après vous présenter le film. What do you hear in Indianapolis? It is Tuesday, February 8th. I'm DJ Fred Temple. I thank you for listening. Mr. Temple, sir, you have a caller? I have dinner in 30 minutes is what I have. That Tony Kuritz's fella's on the line and he's asking to speak to you. The guy with the shotgun in the man's neck. You should open with that shit, James. Bad times coming and I reap what I done sown. Hello, Mr. Kuritz's. It's an honor, Fred. What's on your mind, brother?
L'accord de coup tiré d'une histoire vraie de Tony Kiritsis, un homme ruiné à cause d'un emprunt à Indianapolis. Le 8 février 1977, il décide de kidnapper le fils du courtier qui est responsable de sa situation. Il réclame 5 millions de dollars et des excuses. La prise d'otage va durer 63 heures sous les yeux de la télévision locale puis nationale. L'Amérique se passionne pour l'affaire, chacun choisit son camp. Tony est-il un criminel ou simplement une victime qui réclame justice? Alors l'accord de coup de Gus Van Sant, c'est un peu comme The Drama, j'y suis allé sans trop savoir de quoi ça parlait. Et ça m'a plutôt plu, ça m'a embarqué d'emblée. J'aime beaucoup le côté reconstitution des années 70, j'aime beaucoup le côté jazzy qui est représenté notamment par le personnage du DJ qui est aussi animateur de radio. Il y a un côté très décalé en fait avec l'utilisation des musiques d'époque par rapport à l'acte, la prise d'otage qui est quand même quelque chose d'assez grave qui a lieu, et en fait en parallèle on passe des musiques de Barry White, ce genre de choses. Je trouve le décalage assez marrant, et puis là encore je trouve que c'est un film où déjà ça va parler de violence, ça va parler d'armes. C'est un film où les personnages sont tous plus gris qu'ils n'y paraissent, c'est-à-dire que le preneur d'otage au final ça reste quelqu'un qui est d'une extrême violence, mais qui est aussi très cordial, qui, une fois qu'il ramène la personne chez lui, ok, il la laisse en joue d'une arme, mais il lui propose à boire, il lui propose d'être bien vu, etc. Et en fait, voilà, c'est des personnages qui sont tous plus troubles qu'il n'y paraît, et voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire, ça m'a juste embarqué, j'ai beaucoup aimé l'ambiance, j'ai beaucoup aimé ce que ça raconte. Forcément le côté un peu David contre Goliath, c'est-à-dire essentiellement le petit prolétaire, l'emprunteur qui se retrouve endetté et qui décide de se confronté en fait au capitalisme. Ça m'a beaucoup plu, et j'ai aimé ce côté aussi avec tous les médias, la manière dont c'est traité, la manière dont on utilise les médias pour faire passer ces messages, que ça soit la télévision ou la radio, la manière dont on utilise les gens pour faire passer ces messages, que ça soit du côté de l'entreprise comme du côté de Tony. Voilà, c'est un film qui m'a plutôt plu. Et je pense que de nous trois, je suis le seul, et on va passer la parole à Arthur, qui n'avait pas parlé pour The Drama parce qu'il n'avait pas vu le film, mais qui maintenant a vu tous les autres. Arthur, qu'est-ce que tu as pensé toi de l'accord de coup? L'accord de coup, alors moi Gus Van Sant, j'oscille en général entre une bonne appréciation de ce qu'il fait et voire une détestation totale de ce qu'il peut proposer. Là sur le papier, il y avait tout pour me plaire, il y a le côté film historique, comme tu dis, belle représentation des années 70, plutôt bien fait, et puis le fait que ce soit à travers un présentateur de radio, je trouve le concept assez intéressant. Je me suis pas renseigné savoir si ça c'était vrai ou non, s'il avait vraiment communiqué avec, je pense que c'est le cas, hein, mais s'il avait vraiment communiqué, mais je trouve le prérequis plutôt intéressant, en tout cas de passer, ça commence même le premier plan du film, c'est sur avec le générique de début, c'est sur la voix de ce présentateur de radio, et c'est vraiment assez intéressant, en tout cas de la manière de le faire. Par contre, comme toujours avec Gus Van Sant, comme je disais, sur le papier, ça me plaît, ça ne peut que me plaire, et j'ai un ennui mortel pendant ensuite 1h40, où je vois où il veut en venir, je vois ce qu'il veut raconter, mais finalement dans sa mise en scène, finalement très plate, très très légère, je m'ennuie, c'est pas très très constructif comme avis, mais je trouve qu'il n'arrive pas à nous faire s'attacher à ce personnage. D'ailleurs à la fin il le déclare, comme le procès à l'époque l'a déclaré, totalement fou, et puis ça s'évacue comme ça. Il a toutes les écueils qu'on peut donner à un biopic, je trouve, comme le fait à la fin d'avoir ces petits intertitres pour nous expliquer ce qui s'est passé après, de nous montrer à quoi ressemblait le vrai personnage, etc. Enfin, c'est des choses qui m'ont toujours énervé dans les biopics, et que j'aurais pu penser que de Gus Van Sant qu'il ne le fasse pas, et finalement il tombe en plein dans ce type de travers du biopic, même si au demeurant le film reste très intéressant sur la relation qui est entretenue entre le preneur d'otage et l'otage ensuite au cours du film, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas trop à savoir ce qui se passe vraiment entre eux deux. On apprendra par la suite qu'une fois le preneur d'otage mort, plusieurs années plus tard, plusieurs dizaines d'années plus tard, l'homme qui a été pris en otage sera assez véhément envers lui, mais sur le moment on n'arrive pas trop à savoir si malgré le film joue vraiment sur la corde à ce niveau-là, comme le titre, ce qui est assez intéressant, sur comment il entrevoit la prise d'otage et comment il voit vraiment la personne qui le prend en otage. On n'arrive pas trop à savoir si il le comprend
s'il arrive à comprendre la démarche de la personne ou si il est dans une espèce de mutisme total parce qu'il est totalement flippé de mourir ou flippé de passer quelque chose, ou si au contraire il a plutôt confiance dans la non-activité, la non-action de la personne qui le prend en otage. Quoi qu'il en soit, ça reste comme toujours avec Gus Van Sant, pour ceux qui par hasard n'aimeraient pas Gus Van Sant, quelque chose de très lent. Il n'y a pas de musique qui vient, je trouve, enrober les scènes. C'est d'ailleurs quelque chose qui me plaît beaucoup chez lui en général. La musique ici, elle vient de la radio en général la plupart du temps. Mais c'est pas un film que j'ai trouvé fascinant malheureusement, malgré quelques qualités. C'est peut-être des trois qu'on va présenter ce soir, ce soir, ce midi ou ce matin en fonction de l'heure où vous écoutez, mais qui m'a le plus plu malheureusement, qui m'a le plus plu heureusement, tout en étant très partagé sur ce que Gus Van Sant veut vraiment faire en fait. Ça fait un peu, malheureusement, malgré sa forme vantienne ou santienne, je sais pas comment on pourrait dire, ça fait un peu penser à un film de commande. Ça ressemble un tout petit peu à ce qu'il a pu faire avant, c'est-à-dire prendre une personne un peu en dehors du système, un peu à l'écart du monde, comme quand il avait fait son biopic sur Kurt Cobain, quelqu'un qui est dépressif ou fou, et essayer de détailler autour de ça, d'essayer de comprendre la psyché de ce genre de personne, mais sa mise en scène, comme dans le film que j'ai cité sur Kurt Cobain, ou comme sa trilogie qu'il a pu faire donc sur Kurt Cobain, et puis il en a fait 2 autres, donc j'ai oublié les titres et le personnage en question, ça m'ennuie mortellement, donc c'est dommage parce que ça commence plutôt bien. C'est quelqu'un, je pense, qui a beaucoup de choses formellement à dire en termes de mise en scène, mais comme ces implications de rêve, quand la personne est dans la baignoire, etc., je trouve que ça fonctionne plutôt bien, mais je ne rentre pas particulièrement dedans. Ok, très bien. Thomas, quel est ton avis sur l'accord de coup? Une déception, puisque même si je suis pas le plus grand amateur de Gus Van Sant, il y a quand même des films de lui que j'aime bien, et j'ai l'impression de l'avoir perdu depuis pas mal de temps. Et l'accord de coup, il est sorti, je sais pas quelle était sa promo en France, mais alors ici, il est vraiment sorti sans aucune promo. J'ai l'impression que c'est un réalisateur qui n'intéresse plus grand monde, et je vois pas qui peut, à part toi, être complètement intéressé par ce film. J'ai l'impression que c'est un film qui a genre vraiment 30 ans de retard. Il serait sorti on m'aurait dit c'est un film de 1995, tu vois, enfin j'y aurais complètement cru. Je n'aime je n'aime pas je n'aime pas ce film parce que dès le début, je suis comme Arthur, je vois le côté extrêmement prévisible de cette histoire, avec ce personnage qui est donc victime d'une violence économique et qui, du coup, est-ce qu'on a le droit, une fois qu'on a été victime de violence économique, de devenir l'agresseur, ou est-ce qu'on reste entre la victime? C'est un peu ça le dilemme du film. Mais moi, je trouve que le réalisateur, moi personnellement, d'un point de vue, on va dire moraliste, je le trouve extrêmement douteux de faire, en fait, de vraiment mettre autant en valeur le personnage qui va réaliser la prise d'otage, comme si c'était presque légitime. Je trouve qu'il le légitimise un petit peu. Si on fait des recherches sur le personnage, en plus, c'est quand même quelqu'un qui avait un casier judiciaire, il avait quand même tiré sur son frère. Donc tu vois, ce que je veux dire, c'est que c'est pas, il a pas tout d'un coup pris quelqu'un en otage parce que il était vraiment acculé, et que vraiment c'était une personne tout à fait lambda qui il s'est fait un peu arnaquer par une sorte de prêt, etc. Je me rappelle plus exactement des détails, je l'ai vu il y a longtemps, et qui tout d'un coup, voilà, se voyant, on va dire, oppressé par la situation économique, n'a plus un autre choix que de prendre quelqu'un en otage, quand on connaît un peu le passé de cet homme-là. Donc je trouve que le film est assez malaisant pour moi, de transformer cette histoire en autre chose, en une espèce de révolution contre le capitalisme. Je trouve que le film est pas, enfin, quand je le compare par exemple à Un après-midi de chien, parce que clairement ça y fait penser, je trouve que le film de Lumet est 1000 fois mieux. Après, pour moi, Lumet est un plus grand réalisateur que Gus Van Sant aussi. Et même quand je le vois, la façon dont il s'intéresse à comment les médias ont pris l'affaire, mais en fait, Scorsese, il faisait la même chose avec La valse des pantins. Je sais pas quand est sorti le film, c'était 80 ou 90, et encore une fois, c'était 30 fois mieux, quoi. Voilà, en fait, je sais pas si c'est un film de commande, comme disait Arthur, mais c'est vrai que, en fait, je me dis, il y a quand même Gus Van Sant qui a passé 1 an de sa vie ou 2 ans de sa vie pour sortir ce film, qui pour moi est complètement dévitalisé, qui est d'un terne incroyable. Je ne vois pas ce qui l'intéresse, et je ne vois aucune passion, aucun. Pour moi, c'est vraiment le film à plat, quoi. Quand quelqu'un est en train de décéder, qu'il y a une ligne continue, là, j'ai l'impression que c'est ça pour moi ce film. Tout est vu, tout a été déjà fait. Le film n'a pour moi aucun intérêt, et n'a pas d'aspérité particulière.
Donc vraiment, j'ai trouvé que c'était malheureusement beaucoup de temps passé pour Gus Van Sant sur ce film, probablement, mais sans apport, quoi. Voilà. Très bien, bah, comme je l'avais dit, hein, je suis le seul à avoir plus ou moins apprécié le film. Je voulais aussi rajouter, avant de passer au film d'après, moi j'aime beaucoup la légèreté qu'il y a malgré tout dans le film, donc je l'ai déjà évoqué tout à l'heure avec les musiques, mais il y a aussi toute une espèce d'humour un peu caustique via le personnage de Tony. Je comprends hein, tout ce que tu dis sur la vraie personne, et je suis d'accord aussi avec Arthur sur le fait que les espèces d'écueils un peu du biopic, notamment les intertitres sur ce qui s'est passé après, et montrer à quel point c'est très ressemblant dans la reconstitution, c'est hyper pénible. Après, enfin moi, c'est un peu le même problème que American Sniper, c'est-à-dire que je me fous un peu de qui était vraiment Tony Kiritsis. Moi, c'est vraiment l'histoire, là, je me base uniquement sur le personnage du film. Alors c'est toujours un point de vue qui est, enfin, comment dire, oui, c'est un point de vue qui est un peu compliqué, hein, de dire, moi j'utilise vraiment, je ne parle que du personnage du film, quand bien même c'est tiré d'une vraie personne, c'est l'histoire d'une vraie personne. Ok, American Sniper, c'était pareil, il faut quand même dire que le vrai était une pourriture, il ne l'est pas forcément autant dans le film. Maintenant, voilà, moi je me base là-dessus, et effectivement, je pense que Gus Van Sant veut juste raconter l'histoire de quelqu'un qui se retrouve dans une situation qui est au-dessus, enfin là qu'il dépasse, et il décide de se venger contre le capitalisme. C'est assez, je pense qu'on D'ailleurs, il l'a plus ou moins dit, il me semble, dans un entretien au Cahier du cinéma, que ça a été plus ou moins, c'est plus ou moins lié avec l'histoire de Luigi Mangione, là, qui avait tué un PDG d'une mutuelle, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, Luigi Mangione lui avait tiré dessus 3 fois et il l'avait tué comme ça, à bout portant en pleine rue. C'est plus ou moins tiré de cette histoire-là. Voilà, le mec le pauvre petit, comme je dis dans le film, hein, le pauvre petit prolétaire endetté qui décide de se venger contre la grosse machine capitaliste, d'une certaine manière, hein, parce que bon, il se venge pas plus que ça. Après, il a gain de cause à la fin. Et puis, quand je disais la légèreté, moi j'aime bien, encore une fois, le côté un peu, l'œil un peu malicieux du personnage qui est incarné par Skarsgård, notamment à la fin quand on le déclare du coup fou, en fait, lors du procès, et que quand on lui dit alors vous êtes rassuré, il fait non, j'en ai jamais douté une seconde, puis il se tourne vers la caméra, il fait mais sachez que je ne suis pas fou. Enfin, il y a vraiment un côté, moi ça m'a vraiment fait rire, parce que le mec, t'as l'impression qu'il en a vraiment rien à faire, quoi. Il a pas de remords, il a pas de regrets. Alors bon, c'est comme tu dis, ça peut être répréhensible, et je pense que Van Sant a clairement pris parti pour lui dans le film. Maintenant, voilà, après on n'apprécie pas. Je peux comprendre qu'on soit assez gêné par ce parti pris, mais honnêtement, dans le film, personnellement, je trouve que ça fonctionne, parce que il n'y a pas d'acte de violence en tant que tel, à part la prise d'otage en tant que telle. Sinon, à part ça, il n'y a pas d'acte de violence quelconque. Je réponds juste sur un truc, sur le fait que tu dis, moi je prends le personnage pour ce qu'il est dans le film, et ce que le réalisateur décide d'occulter, eh bien c'est comme ça. J'ai envie de dire, c'est comme si on faisait un film sur Michael Jackson et qu'on parlait pas du tout de ses scandales sexuels, notamment avec des mineurs et des enfants. Est-ce que c'est quand même pas problématique? Oui, alors bon, tu parles de Michael Jackson explicitement parce que il y a son biopic qui vient de sortir sur Michael Jackson. Bon, après, ces histoires avec les enfants, c'est quand même assez compliqué. La plupart des histoires qui tournent autour de lui, il faut quand même ajouter que beaucoup sont revenus sur les accusations, qu'il a été déclaré non coupable suite à un procès qui avait duré très longtemps. Enfin voilà, je veux pas dire qu'il faudrait pas en parler. Évidemment, normalement le film aurait dû en parler. Alors j'ai pas vu Michael, ça ne m'intéresse pas du tout. Non mais tu vois, je parle de Michael Jackson, mais c'est de manière générale pour dire, je trouve que tu peux pas prendre l'avis de quelqu'un pour calquer et faire ce que tu veux dessus, tu vois ce que je veux dire, genre Gus Van Sant, il avait cette idée, comme le mec qui a fait le film de Michael, et genre ils prennent un peu ce qu'ils veulent pour transformer un petit peu des choses. Moi je trouve le procédé un peu discutable, voilà. Bah c'est discutable. Après, ça c'est un débat qui est intéressant. Moi, mon point de vue, c'est si tu peux très bien prendre quelqu'un qui a existé et ne pas forcément tout traiter de sa vie, même si c'est dommage, parce que j'aime justement, par rapport à ce que je disais dans The Drama, j'aime que les personnages soient un peu plus gris que ce qu'on veut bien faire paraître, et les biopics un peu à la gloire d'eux, ça, c'est rarement très intéressant, surtout que les biopics musicaux en ce moment, c'est vraiment cette mode-là, donc ça commence à devenir relativement pénible. Mais maintenant,
qu'un biopic sur Michael Jackson décide d'occulter les accusations, bon, sur le principe, ça me choque pas. On veut parler de sa vie d'artiste, on parle de sa vie d'artiste, on parle pas de l'humain. C'est peut-être un peu dommage du point de vue du traitement de personnage en tant que tel. Maintenant, moi, que le réalisateur décide de ne pas utiliser tel ou tel acte et qui décide d'occulter une certaine partie parce qu'il veut raconter quelque chose de bien précis, franchement, ça me choque pas. Après, bon voilà, je comprends qu'on trouve le procédé discutable, hein, je comprends tout à fait. Après, voilà, je pars du principe que ça reste un film de fiction, qu'un réalisateur fait un film de fiction, c'est pas une reconstitution, c'est pas un documentaire, ça reste un film de fiction, et donc, bah, finalement, on peut faire un petit peu ce qu'on veut. C'est mon point de vue, enfin c'est mon point de vue. Après, je comprends très bien je comprends très bien ton point de vue à toi, qu'on traite vraiment de tout le personnage plutôt que de n'utiliser qu'une partie pour le bonifier, on va dire. Bon, on va pas passer... Surtout si je Ah, peux me vas-y. permettre juste ouais, vite fait là-dessus, parce que je suis plutôt d'accord, pas avec toi du coup, mais alors, tant pis. Mais oui, sur le fait d'occulter des parties de sa vie, tout ça pour une critique du capitaliste, un peu de niveau licence 1 de SES d'économie, c'est un petit peu dommage. Faire passer vraiment Al Pacino, alors qu'il est très bien d'ailleurs, c'est cool de voir Al Pacino de temps en temps, parce que je crois qu'il a 85 ans maintenant. Plutôt sympa de le voir, il est bien, mais faire passer Al Pacino, en tout cas son personnage, pour vraiment la caricature et la pourriture absolue du capitalisme, pour indiquer ensuite à la fin que bah il est tellement méchant, il est tellement horrible au point d'en avoir rien à foutre que son fils y meurt. Ce qui dit quand même, bah, si mon fils meurt, grosso modo, il le dit tel quel à un moment, si mon fils meurt, et ben on fera le deuil d'un fils et puis basta. Mais tout ça pour pas avouer qu'il a pu arnaquer quelqu'un. Enfin, on est vraiment dans une critique du capitalisme fantoche, tout ça pour en effet dans un intertitre à la fin nous indiquer qu'il a fini par faire faillite, genre bah le vilain capitaliste. Bah, il était tellement méchant que le système s'est retourné contre lui. Enfin, c'est dommage que la critique du capitalisme se limite tout simplement à occulter des parties, comme vous l'avez dit, du personnage principal, pour faire passer tout ce qui est capitaliste vraiment comme des gros méchants. On occulte totalement aussi le personnage de l'enquêteur. Il arrive au début, c'est peut-être le seul qui réfléchit un petit peu, et encore je le trouve assez odieux avec les autres policiers. Je sais pas vraiment l'intérêt de ses réactions par moment, et puis finalement on l'oublie, on passe à autre chose. Enfin voilà, on sent... peut-être un scénario qui n'est pas celui de Van Sant, qui était peut-être prévu pour une série, puis qui est tombé dans les limbes et qui s'est retrouvé dans la volonté de Van Sant de faire un film un peu à l'image de ce qu'il avait pu faire au préalable, comme certains personnages un peu marginaux. Mais ici, ça fonctionne pas. Le côté biopic fonctionne pas, et le fait que le personnage soit réellement défini, là où où son film sur Kurt Cobain, il n'est pas réellement défini. De se souvenir, il n'a pas de nom dans le film, c'est quasiment muet. On reconnaît hein, les idées, mais c'est quasiment expérimental. Là, on est dans quelque chose de plus classique et d'une écriture assez bas de plafond. On va donc passer au troisième film, on va aller beaucoup plus vite. On va parler de Honey Don't, qui est donc le dernier film de Ethan Coen, l'un des deux frères Coen. On passe une petite bande-annonce et Arthur vous présentera le film. The address you wanted? Thanks, MJ. Honey, right? Love those click-clacking heels. Honey O'Donoghue, to what do we owe the honor? Can you tell me about this woman, Mia Novotny? She got stabbed and stuffed in the car, I guess. Honey Don't, donc, qui est sorti donc, le 22 août 2025 aux États-Unis et qui doit être sorti sur le marché français en location sur Prime Video il y a une semaine, quelque chose comme ça. J'ai pas la date précise, mais il est sorti il y a pas longtemps, donc vous pouvez le voir. C'est une location par contre, donc même si vous êtes abonné à Prime Video, il faudra payer. Mais voilà, vous pouvez le voir assez facilement aujourd'hui, parce que ça fait plus d'un an, bientôt un an qu'il est sorti donc aux États-Unis. Alors ça raconte, je crois que c'est une sorte de trilogie thématique, de ce que j'ai compris, que veut réaliser Ethan Coen, parce qu'il a déjà fait un film précédent avec Margaret Qualley. Et c'est donc le deuxième sur cette espèce d'enquêtrice Margaret Qualley. Et là on est donc, alors je vais vous lire rapidement un résumé, l'histoire de que ce soit concis avant de parler du film. Donc à Bakersfield, en Californie, on est une détective privée habile et charismatique enquête sur une église douteuse dirigée par un certain Dean. Au cours de son investigation, Honey croise la route d'une femme mystérieuse dont les intentions restent énigmatiques. Donc voilà. Alors sur le papier, le scénario ressemble énormément à un film des frères Coen. Ça peut faire penser à Fargo, mais sans le froid, parce que pour le coup, on est en Californie, donc il fait un petit peu plus chaud. Globalement, pas si... je vais être
critique avec le film après, mais quand j'avais vu la moyenne sur pas mal de sites, je veux dire sur Sens Critique par exemple, il a 4,6, c'est peut-être le pire film d'un des Coen noté depuis qu'ils font du cinéma. Je pense pas que le film soit aussi catastrophique que ce que l'annoncent beaucoup de spectateurs, mais ça reste quand même pas terrible. On a l'impression d'être devant un mix un peu raté entre Fargo et un épisode d'NCIS. Formellement, ça rappelle les frères Coen, mais je pense que quand ils sont tout seuls, il leur manque une béquille, et que cette béquille, on la voit ici, c'est-à-dire que le film tourne en rond. Il tourne réellement en rond, mais pas dans le bon sens du terme, et pas forcément volu, c'est-à-dire qu'on a l'impression que ça évolue pas, ça avance pas, qu'on a les mêmes scènes répétées ad nauseam quasiment pendant tout le film, des scènes d'amour par exemple entre Margaret et donc la femme qu'elle rencontre, des scènes d'amour du révérend. Alors ça, on l'a bien compris que le révérend était un gros pervers qui aimait à peu près coucher avec tout ce qui bouge, mais on a vu une scène, ça suffit, il n'y a pas besoin d'en mettre 3-4. Enfin, on sent un frère Coen un peu en fin de vie et en fin d'idée, qui essaye de rattacher un peu à ce qui a pu faire leur patte, c'est-à-dire une sorte d'humour très noir, mais ici ça fonctionne pas en fait, c'est un humour plutôt vieillissant, pas particulièrement noir, et comme je dis, la comparaison avec l'épisode d'NCIS, elle sort pas de nulle part pour faire un peu le buzz dans la vidéo, c'est juste qu'on a l'impression d'une enquête totalement lambda, d'un épisode de série FBI enquête, etc. Et on trouve pas, un peu comme le Gus Van Sant, le lien est un peu tout fait, on voit pas où il veut aller. En fait, alors c'est à soi-disant une trilogie thématique, j'ai pas vu le premier, je sais pas s'il y a des réels liens avec le premier. Jordan l'a vu, donc peut-être qu'il en parlera après. Et on verra avec le troisième, mais je sais pas où ils veulent en venir. Le nom de la trilogie est un peu particulière, ça s'appelle... Alors si j'ai bien compris, ça s'appelle Lesbian B-Movie Trilogy. Alors on est... je suis désolé de le dire, mais ça fait très très beauf, et même le film, dans ce qu'il veut représenter des relations intimes entre femmes, c'est très très beauf, et c'est pas très fascinant, ni très intéressant. Mais on est vraiment, oui, en effet, sur un film à petit budget, qui parle pas de grand chose, sur une enquête qui se veut un petit peu rigolote, et qui l'est pas souvent, mais passe pas non plus un moment catastrophique. C'est médiocre, moyen, sans plus. On peut reconnaître quand même sa direction d'acteur qui est très bien, parce que Charlie Day est très bien, Margaret Qualley est très bien, et Chris Evans est très bien, mais dans des rôles dans des rôles qui leur vont bien, mais qui n'ont pas une seule once d'écriture subtile et intéressante, donc c'est un peu dommage. Ouais, je te rejoins tout de suite. Je vais quand même rajouter un tout petit truc. Le film précédent, donc qui s'appelait Drive Away Dolls d'Ethan Coen, je sais pas si c'est une trilogie thématique, en dehors du fait qu'il y avait effectivement Margaret Qualley qui jouait déjà une lesbienne, par contre elle jouait pas du tout une enquêtrice, c'était un film, je n'ai pas énormément de souvenirs, j'avais bien aimé sans plus, beaucoup moins que celui-ci, parce que celui-ci je l'ai un peu plus aimé que Drive Away Dolls, les deux films ont grosso modo les mêmes défauts, c'est-à-dire que, tu l'as dit, c'est un humour très très beauf, surtout sur tout ce qui tourne autour du sexe. Effectivement, c'est quand même assez gênant, ce genre de vanne, notamment autour du lesbianisme, sachant que le film est donc écrit par Ethan Coen et par sa femme, donc on sait pas trop pourquoi ce couple a décidé de ne faire que des films sur des personnages de lesbiennes. Bon, après tout, pourquoi pas, mais si c'est pour en faire ce qu'ils en font, franchement, je sais pas, je suis un peu mitigé, parce que y a vraiment des scènes très gênantes. Moi, je pense à la scène du bar, par exemple, avec Aubrey Plaza, où on efface peut-être un espèce de remake de la scène de l'orgasme simulé de quand Harry rencontre Sally, mais là ça marche pas du tout, c'est pas drôle, c'est juste un peu gênant. Malgré tout, j'ai plutôt aimé le film parce que je le trouve déjà drôle. J'aime beaucoup l'esprit, en fait, je trouve qu'on retrouve l'esprit des frères Coen en tant que tel. En fait, c'est un peu comme si les frères Coen, c'est un peu comme si Ethan était celui qui arrivait à faire ces espèces de personnages un peu concons et ces situations un peu grotesques et un peu absurdes, mais le film arrive toujours à avancer malgré ces personnages qui sont complètement stupides. Et en même temps, de l'autre côté, Joel Coen, lui, apportait peut-être ce côté un peu plus intelligent, arrivait à épurer un peu ce côté beauf de Ethan, et empêchait justement les films, quand ils étaient tous les deux, d'être vraiment 100% gênants
gênant et très très beauf. Joel servait peut-être un petit peu à ça, à calmer ce genre d'ardeur et à intellectualiser peut-être un petit peu plus les films, parce que du coup on le voit un petit peu, le film Macbeth de Joel est quand même très stylisé, et peut-être beaucoup moins dans la comédie que ce que fait Ethan, qui pour le coup lui a vraiment plongé dans la comédie, encore une fois, c'est un terme qu'on utilise énormément, mais dans la comédie un peu gênante, un peu beauf, qui se retrouve dans des personnages qui moi ils m'ont beaucoup plu, mais qui parfois sont dans des séquences qui ne sont pas forcément très très bonnes. Bon bref, effectivement les personnages sont tous plutôt bien incarnés. Moi j'ai plutôt bien aimé cette histoire, qui effectivement part un petit peu dans tous les sens et se résout souvent sur des trucs c'est-à-dire qu'aucun réel personnage ne résout vraiment l'enquête. C'est un peu un truc qui tourne à vide mais qui finit quand même par avoir une conclusion à la fin. J'aime beaucoup malgré tout ce que ça raconte des personnages. On se retrouve avec des personnages qui sont complètement fous. Tous les hommes dans le film sont quand même à peu près tous soit cons, soit gênants, soit des pourritures d'ailleurs. Il y a quand même pas un personnage pour rattraper les autres. Il y a aussi cette violence très graphique, même un peu cartoon, de ce qu'on retrouvait peut-être un petit peu, surtout au début de la carrière des Coen. J'aime beaucoup cette ambiance un peu presque post-néo-noir. Enfin, il y a une ambiance assez particulière avec justement cette enquêtrice qui est incarnée par Margaret Qualley, qui joue une détective privée. Mais voilà, il y a un côté un peu néo-noir, on va dire, ce qui est relativement bien foutu. J'aime beaucoup l'intro avec cette espèce de personnage qui s'avéra être une Française. J'aime beaucoup cette intro, elle est assez stylisée. Enfin, j'avais été assez fasciné par ce personnage là qui derrière après s'en va sur son Vespa, etc. Le générique est complètement ringard. Vraiment, j'en ai rigolé tellement c'est ringard, avec ces arrêts sur image pour les noms des acteurs sur les bâtiments. Enfin, c'est ni fait ni à faire. Voilà, c'est un film effectivement. J'ai plutôt bien aimé. Je crois que je l'ai plutôt bien noté pour ceux qui me suivent sur les réseaux, mais ça reste un film assez moyen. Malgré tout, j'ai passé un bon moment. C'était assez drôle. Et puis je suis pas du tout mécontent d'avoir vu le film, qui m'a beaucoup plus convaincu que Drive Away Dolls. Et toi Thomas, est-ce que tu veux nous donner ton avis sur Honey Don't? Oui, mais ça va être très rapide puisque je l'ai vu au cinéma, donc il est sorti ici en août 2025. Et même si j'ai vraiment bien aimé le film, je me rappelle avoir vraiment bien aimé, je n'en garde que très peu de souvenirs. Il faut dire que c'est vraiment un film assez presque frivole, qui n'est pas un grand chef-d'œuvre, qui est plutôt un film on va dire, d'ambiance presque, parce que moi je me suis tout simplement laissé emporter par cette ambiance, et pourtant j'y allais un peu à reculons. Drive Away Dolls, j'avais pas aimé, mais là je me suis assez pris dans cette histoire, et il se trouve que j'aime bien les films avec des filles détectives. J'ai toujours bien aimé suivre des petites policières ou des détectives privés féminins comme ça, c'est toujours un petit plaisir. Ça apporte quelque chose dans le genre où c'est souvent quand même des hommes, on va dire. J'ai bien aimé le côté un peu chill du film, et je trouve que c'est ce que parfois dans les grands chefs-d'œuvre avec beaucoup de guillemets des frères Cohen qui me manque un peu, c'est que même s'il y a de l'humour, je trouve que parfois c'est un peu trop cadenassé pour moi, et là pour le coup ça part un peu dans tous les sens, mais à la fois ça me plaît de juste suivre ce personnage principal que moi j'aime plutôt bien. J'aime bien Margaret Qualley comme actrice, j'aime bien Aubrey Plaza comme actrice aussi, donc il se trouve que j'étais parti pour les... Enfin bon, j'ai pas aimé Drive Away Dolls, mais là j'étais parti pour bien aimer les deux. Le film n'a aucune prétention, c'est vraiment un film que quand tu parles tout à l'heure de NCIS, c'est vrai que moi en le voyant je m'étais dit ça pourrait être juste un téléfilm Netflix, etc. sans aucun... sans vouloir dénigrer les frères Cohen, mais j'aurais vu sur ma télé, je me suis dit tiens, j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment, je vais oublier dans quelques mois, la preuve je l'ai fait, mais je me suis laissé porter, et cette errance un peu que toi tu décris comme beaucoup de scènes qui tournent en rond, etc., moi j'ai bien aimé cette errance de spectateur, mais enfin, vraiment c'est pas un film que je recommanderais non plus, parce que déjà, je vois que je suis une des rares personnes, et là je suis content de voir que je suis pas le seul à avoir aimé le film. Sur les réseaux aussi, je l'ai bien noté, et à chaque fois je suis un des seuls. Et je peux entendre que pour certains ça soit très vain, mais si on est prêt en fait à se laisser juste porter pendant 1h30 avec Margaret Qualley en détective rigolote, pour moi ça fait le job, quoi. Voilà. Oui, tu l'as dit, c'est vraiment très... T'as dit un terme qui me plaît beaucoup, c'est très chill, c'est très frais. Je trouve que ça passe vraiment bien, c'est une comédie vraiment sympathique.
Voilà, on va pas rester 100 ans sur le film, on va passer donc au 4e film, c'est Die My Love de Lynn Ramsay. On passe une toute petite bande-annonce et je présente le film juste après. When was the last time we had sex? Rough guess. Things have been, you know. Where's your book going, by the way? Main character is about to batter her husband to death with a hammer. Shut up! Alors, Die My Love, ça raconte l'histoire de Grace, écrivaine et jeune mère qui sombre peu à peu dans la folie, enfermée dans une vieille maison du Montana. Son comportement de plus en plus agité et erratique inquiète son compagnon, Jackson, qui se sent impuissant. Pour information, Grace est jouée donc par Jennifer Lawrence et Jackson par Robert Pattinson, comme je l'ai évoqué tout à l'heure lors de The Drama. Donc on retrouve Robert Pattinson. Cette fois, je trouve que leur couple, on n'y croit pas une seconde, même pendant les séquences où c'est censé bien se passer au début du film, on n'y croit pas une seconde. Je trouve le film, pour le coup tu parlais de film assez vain pour On Est Down, Thomas, je trouve que là on est vraiment sur un film clairement vain, mais vraiment. Je trouve que c'est bourré de petits tics, de mise en scène, d'affêteries qui sont complètement inutiles. Là, alors je vais reprendre beaucoup d'arguments qu'on a entendus avant, c'est vraiment un film très répétitif où toutes les séquences s'enchaînent, se répètent inlassablement. C'est un film qui, je vais pas dire que c'est un film qui ne raconte rien, ça veut raconter l'histoire d'une femme qui décide en fait, qui n'arrive pas à se conformer à sa vie, qui a une espèce de dépression postpartum, qui ensuite ne supporte pas d'avoir été isolée comme ça et qui a l'impression de perdre le contrôle de sa vie et qui devient fou, enfin qui est vraiment perd pied complètement, et ça raconte l'histoire de cette femme à la fin qui va, en gros, pour le dire grossièrement, elle veut essayer de retrouver sa liberté individuelle. Sauf que vraiment, ça tourne en rond le film pour en arriver là. Je trouve qu'il n'y a rien qui fonctionne en fait. Je ne vais pas rester 150 ans dessus parce que je trouve qu'il n'y a rien qui fonctionne. La répétitivité absolue du film fait qu'il s'effondre sur lui-même au bout de 20 minutes. Moi j'en pouvais déjà plus de regarder ça. Jennifer Lawrence, elle est de tous les plans. On veut montrer un personnage qui sombre dans la folie, mais à part la voir faire en gros n'importe quoi sous prétexte qu'elle devient folle, en fait le film n'a aucune mise en scène en fait pour montrer cette folie là. Je voulais une comparaison par exemple, je ne sais pas si vous avez écouté notre épisode de débrief sur le Festival Lumière, mais on a parlé d'un film qui s'appelait Malena, qui lui va montrer la folie du personnage de Isabelle Huppert, mais via une mise en scène qui va suivre cette folie, et qui en fait va du coup, il y a plein de trucs dans la mise en scène qui font que, qui était déjà un film très répétitif d'ailleurs, c'est ce qui m'avait un petit peu déplu dans Malena, mais Malena avait aussi un côté très décousu et très... je sais pas comment expliquer, mais en gros la mise en scène essayait de refléter cette folie. J'ai vu récemment Possession, qui pareil, la mise en scène essaye de refléter un petit peu la folie, même si j'ai pas trop aimé Possession non plus, désolé, je vais me faire défoncer, mais c'est pas grave. Et là je trouve que la mise en scène ne représente jamais ça, et la folie n'est uniquement représentée que par le personnage de Jennifer Lawrence, qui, je veux même pas dire qui en fait des tonnes, parce que elle essaye pour moi, je pense qu'elle essaye de faire avec les moyens du bord, mais ça fonctionne pas. Je trouve que c'est un film qui fonctionne pas. Il y a rien qui me plaît déjà dès le départ, le cadre pas tout à fait carré, mais presque, pour montrer l'enfermement et blablabla. C'est voilà, j'ai détesté Die My Love. Je trouve que c'est ni fait ni à faire, et je vous déconseille de vous déplacer pour voir ce film qui est du coup actuellement dans les salles. Thomas, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Die My Love? Donne-nous ton avis. Celui-là, je l'ai vu donc au cinéma en novembre 2025 et malheureusement, je ne l'ai pas oublié, mais j'aimerais bien pourtant. Parce que c'est 2 heures de votre vie perdue et rien que là, l'écouter en podcast et en reparler, c'est à nouveau 10 minutes de perdu. Alors tu disais, Jennifer Lawrence, la pauvre, elle fait ce qu'elle veut, mais en fait, il faut savoir que Jennifer Lawrence est à l'origine du projet puisque le livre lui avait été donné par Martin Scorsese. Et en fait, elle a aimé le livre et elle a donc développé, elle s'est mise comme productrice et c'est elle qui a été chercher la réalisatrice Lynn Ramsay. Et pour moi, ce film, c'est vraiment comme un Oscar bait, c'est-à-dire comme un appât Oscar. Et je vois vraiment que Jennifer Lawrence, dans ce projet-là, elle voulait se choper un autre Oscar où
En gros, si vous voulez faire sa grande performance de grande actrice, sauf que c'est complètement raté, parce qu'en plus elle joue... non seulement le film est mauvais, mais je trouve qu'en plus elle joue vraiment pas très bien là-dedans. Comme tu disais, les scènes sont extrêmement répétitives, c'est-à-dire que pendant 1h30, vous aurez des scènes d'une vie classique. Par exemple, elle fait la vaisselle, elle joue avec sa fille, peu importe. Et tout d'un coup, au bout de, je sais pas, 2 minutes de scène, tout d'un coup, Jennifer Lawrence va littéralement péter les plombs pour faire des choses qui, genre, elle se met à uriner sur le sol ou des choses comme ça, bien sûr. On comprend pas d'où ça sort. Et tu dis que qu'il y a un côté un peu postpartum, mais en fait, sauf qu'on ne sait pas si c'est vraiment ça ou pas, puisque, enfin, au bout d'un moment, on va dire que le curseur de la dépression et le curseur de la folie est vraiment poussé à tel point que là, on a l'impression qu'il s'agit plutôt d'un autre sujet qui serait, par exemple, une maladie mentale enfin, je suis pas médecin, mais vraiment on a l'impression qu'elle est devenue complètement folle, quoi. Et j'ai vraiment un grand problème avec le personnage de Jennifer Lawrence, et en plus apparaît pour la première fois à l'écran à quatre pattes avec un couteau dans la main en train de marcher vers leur enfant. L'enfant qu'elle a avec Robert Pattinson. Et c'est la première scène qu'on a du film, donc en fait comment on peut s'intéresser à ce personnage et avoir un peu de l'empathie pour elle quand dès la première scène du film, elle nous est montrée comme une sorte de folle furieuse prédatrice. À ce moment-là, on va comprendre que c'est peut-être plus un jeu qu'autre chose, mais en fait, dès le début, elle est caractérisée comme cette folle dangereuse dont il faut se méfier. Et vraiment, pour moi, ces 2 heures où Jennifer Lawrence essaie de faire le show, c'est vraiment une catastrophe sur tous les points. Je suis d'accord, le couple ne marche pas du tout. J'ai vraiment détesté, après Lynn Ramsey, son dernier film là, qu'elle avait fait avec Joaquin Phoenix, dont j'ai oublié le titre, c'était aussi raté, mais là je pense qu'elle atteint des sommets de nullité. Voilà, je déconseille, si vous n'avez pas compris le message. Je pense qu'on a très bien compris le message. Et d'ailleurs, bon, après, comme je disais tout à l'heure, peut-être que c'est voulu que le couple ne fonctionne pas, parce que c'est censé être un couple dysfonctionnel. Mais malheureusement, comme je disais, même au début du film, ils sont censés être plus ou moins bien. Et même là, on n'y croit pas une seconde, alors que dans The Drama, au début du film, on est censé... Enfin, c'est pareil, en fait, c'est un début du film, on est censé voir une idylle. Et là, ça fonctionne, et je trouve que ça fonctionnait beaucoup, beaucoup mieux au niveau du couple avec Zendaya qu'avec Jennifer Lawrence. Et toi, Arthur, donne-nous ton avis également très négatif sur Die My Love. Alors moi, Lynn Ramsey, c'est une réalisatrice que je déteste depuis ses débuts. Je pense que c'est quelqu'un qui confond innovation baroque dans son cinéma et juste mauvais goût. En fait, tout ce qu'elle essaye de faire, tout ce qu'elle essaye de montrer en termes de mise en scène pour montrer la folie ou même la déviance chez ses personnages, comme elle l'avait fait dans We Need to Talk About Kevin. C'est juste absolument affligeant, c'est putassier, ça fonctionne pas, c'est une donneuse de leçons de première. Je pense que ça va être affreux de parler avec elle plus de 10 minutes si elle est à l'image des films qu'elle produit et qu'elle réalise. Et ça m'étonne pas ce que disait Thomas, parce que je n'avais pas forcément renseigné que ce soit Jennifer Lawrence qui soit à l'origine du projet, et qui est d'ailleurs malheureusement une très mauvaise actrice qui n'a jamais réussi à faire mieux que ce qu'elle fait dans Hunger Games. Voilà, c'est histoire de la ramener un peu au niveau où elle est, c'est-à-dire un banal film pour adolescents un peu débiles. Et le film, pourtant, j'ai pas lu le roman, je sais pas de quoi il parle, mais pourtant on aurait voulu à un moment parler de postpartum. Le terme est même utilisé à plusieurs moments, mais il le fait pas finalement, parce qu'en effet il la dépeigne non pas comme une femme qui subit un postpartum, ce qui aurait pu être intéressant, mais en effet comme une folle dégénérée qui menace sa gamine avec un couteau. Dès le début du film, comme l'a très bien dit Thomas tout à l'heure. Enfin, tout est affligeant de nullité et de prétention. C'est vraiment, on vient vous donner une leçon. Enfin, vraiment, Lynn Ramsey, elle vient à chaque film en mode, je viens vous donner une leçon de cinéma, je viens vous donner une leçon de vie, alors que je pense que tout ce qu'elle connaît de la vie, c'est sa petite villa au bord de Miami Beach ou au nord de Los Angeles, qu'elle a jamais rien vu d'autre que son petit milieu bourgeois et privilégié, et qu'elle vient nous expliquer, qu'elle vient essayer d'expliquer une vie qu'elle ne connaît pas. Enfin, c'est totalement dysfonctionnel. C'est une honte en fait de pouvoir produire et réaliser ce genre de film, que ça puisse ne serait-ce qu'avoir une petite pub. C'est une femme qui devrait arrêter le cinéma, Lynn Ramsey, et je pense depuis longtemps. Et je suis d'accord sur le lien que tu as fait avec Malina, mais Trotter, ce qu'il essayait de faire avec un peu plus d'humilité, c'était de montrer réellement une femme qui dégénère, et la mise en scène dégénérée avec elle. Alors que là, le film commence avec une mise en scène dégénérée, devient totalement platonique et digne d'un mauvais épisode de Malcolm ou de Ma famille d'abord pendant 1h30, c'est-à-dire où on voit juste une famille plutôt dysfonctionnelle, ou alors c'est pas le cas dans Ma famille d'abord ou des trucs comme ça, mais c'est à peu près filmé de la même manière. Une famille totalement dysfonctionnelle avec des personnages pas particulièrement intéressants, et c'est 1h30 d'ennui monstrueux en plein milieu, et puis la fin ça redevient une espèce de
volonté de choquer avec cette forêt qui prend feu. On ne sait ni pourquoi, ni comment, ni vraiment le but réellement de ce message. Alors il doit y avoir brûler la forêt pour repartir sur de bonnes bases. Je ne sais pas exactement ce qu'elle veut dire, mais c'est complètement débile. C'est un crachat à la gueule du cinéma et du spectateur. Et l'histoire que tu sois pas le seul à en prendre grade, Jordan, je tiens à dire que c'est presque au même niveau que Possession, qui est lui-même affligeant. Voilà. Die My Love, c'est nul, voilà, pour le dire très grossièrement. Alors si vous avez aimé, désolé, on serait ravis d'en discuter en commentaire, parce que pour le coup, ça serait bien, enfin voilà, pour nous, voir des avis positifs et argumentés sur pourquoi vous avez aimé, ça nous fera vraiment plaisir, mais pour nous, voilà, c'est un ratage absolument total, on va pas passer plus de temps que ça là-dessus, ça fait déjà 1 heure qu'on parle. Vas-y. Je vais rajouter une dernière chose, la mise en place des différents flashbacks, parce que le film, ou alors j'ai vu une version complètement pourrie, mais le film oscille parfois entre passé-présent, entre avant sa grossesse, après sa grossesse, etc. C'est juste du niveau 0 d'une école de cinéma en vrai. C'est catastrophique de faire des flashbacks de la sorte en fait, en essayant de perdre le spectateur, alors qu'on voit très bien que sur une scène elle a son gamin sur l'hôtel Lapin. Enfin ça fonctionne pas. Oui, ça fonctionne pas. D'ailleurs, puisque tu parles aussi des flashbacks, bon, ça fait quand même plaisir de revoir Sissy Spacek, malheureusement. Dommage que ça soit dans ce film de merde, mais ça fait quand même plaisir de la voir. On en avait déjà parlé quand on avait parlé de The Old Man and the Gun dans notre épisode sur Robert Redford, puisqu'elle était également dans le film. Voilà, on la voit peu, ça fait toujours plaisir de la revoir, même si c'est un peu dommage de la revoir dans ce film-là, et donc n'allez pas la revoir dans ce film-là, parce que c'est vraiment pas bien. Ça fait 1 heure, on vient de parler de 4 films, on va pouvoir conclure cet épisode. Comme d'habitude, pour conclure l'épisode, on va faire une dernière petite partie suggestion, où chacun de nous 3 va donner une suggestion supplémentaire, pour vous donner envie de voir un bon film, idéalement, parce qu'un film en tout cas qui nous a plu. Et on va commencer par Arthur. Donne-nous ta suggestion. Alors ma suggestion, c'est Un jour avec mon père, ou My Father's Shadow de Akinola Davis, qui est sorti le 25 mars 2026 en France, mais qui est sorti peut-être avant en Angleterre et dans d'autres pays. Alors c'est un film nigérien qui raconte l'histoire d'un père un petit peu absent qui revient de la grande ville, donc de Lagos, dans les années, si je me souviens, en 1993, pendant un coup d'état militaire après les premières élections démocratiques depuis longtemps, qui dérapent rapidement, donc élections démocratiques, puis coup d'état militaire. Et c'est vraiment un très 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 beau film pour le coup, absolument pas putassier comme le film précédent, ou absolument pas donneur de leçons sur une relation entre un père absent et ses 2 enfants dans les méandres de la ville de Lagos pendant un événement historique qui a traumatisé le pays et qui est vraiment bien retranscrit, c'est-à-dire qu'on le vit vraiment à hauteur des personnes. On voit jamais vraiment l'armée, mais on sent que petit à petit il y a quelque chose d'assez sombre et d'assez terrible qui est en train de se préparer à la suite de ces élections, malgré qu'on suive quelqu'un qui croit en la démocratie et qui croit vraiment en une possibilité de changement de pouvoir dans son pays, qui finit par être déçu de ça et qui va essayer tant bien que mal d'entretenir une relation sur un instant. Le film se passe presque en temps réel, sur une journée, un instant, un petit moment de vie avec ses fils, et c'est vraiment très très beau cette relation qu'il entretient avec ses enfants, et c'est 1h30 qui passe très vite, et je vous le conseille vraiment. Il a été de souvenirs récompensé. Il a eu la Caméra d'Or au Festival de Cannes et meilleur premier film au BAFTA. C'est vraiment un super film que je vous conseille. Je ne sais pas s'il passe encore dans vos salles, mais s'il passe, allez-y. Sinon, il doit être déjà disponible en VOD, je crois. Un très très beau film, Un jour avec mon père. Très bien, merci beaucoup. Et puis Thomas, donne-nous ta suggestion. Alors moi, ce n'est pas une suggestion cinéma du moment. Je vais revenir sur la mort de Nathalie Baye, puisqu'elle est morte quelques jours avant le podcast, et vous faire un conseil sur sa filmographie. Juste un petit mot avant, parce que j'ai hésité à faire une recommandation d'un de ses films, puisque je n'étais pas vraiment fan de la femme qu'elle incarnait. J'avais pas du tout aimé ses prises de position sur l'affaire Depardieu, où elle disait oui, vous le représentez comme un homme horrible, alors que ce n'est pas le cas. Rappelons que quand même il y a 20 femmes qui ont porté plainte contre Depardieu et qu'il a été actuellement condamné, hein. Donc c'est pas comme si c'était juste, on peut pas dire il y a la présomption d'innocence. Ah non, il a été vraiment condamné, et
Bref, je vais pas reparler dessus, mais malgré tout, ça reste une actrice qui a marqué le cinéma français et elle a été dans aussi des films américains, etc. Le Spielberg, Catch Me If You Can, etc. Et moi, un de ces films d'elle que je préfère, c'est un de ses tout premiers en fait, c'est La Nuit américaine de François Truffaut, donc où on suit un tournage de film dans des studios à Nice. Et pour tous cinéphiles qui nous écoutent et qui n'ont pas vu ce film, je le conseille puisqu'on voit en fait la fabrication d'un film à travers un réalisateur et voir comment est-ce qu'il est aux manettes et où vraiment sa vie c'est un bordel pas possible sur le plateau où tout le monde vient le poser des questions pour tout sur est-ce que là je devrais pas changer cette ligne, est-ce que l'éclairage il est bien, est-ce que tu préfères ce pistolet ou ce pistolet, quelle tenue on met pour l'actrice dans la scène suivante, etc. Et je trouve que c'est une façon de plonger dans un set de tournage vraiment génial qui moi m'avait bluffé, je l'ai découvert assez jeune et ça fait partie de ces films qui en tant que cinéphile donnent un aperçu sur le monde du cinéma. Je sais pas si c'est réaliste parce que je n'ai pas travaillé sur des plateaux, mais je trouve que c'était extrêmement bien fait. Et puis François Truffaut, de toute façon, ça reste un très grand réalisateur. Enfin, du coup, en tout cas, moi j'aime beaucoup et je le conseille. Voilà. Très bien, merci beaucoup. De mon côté, ma suggestion va être une suggestion un peu globale, et puis d'ailleurs qui arrive peut-être un petit peu en retard. Depuis 2 mois, Arte diffusait un cycle Claude Chabrol avec Stéphane Audran qui, il me semble, fut sa compagne. Et donc il y avait plusieurs films que j'ai tous vus. Il y avait Les Biches, La Femme Infidèle, Le Boucher, La Rupture, Juste avant la nuit et Les Noces Rouges. Et je ne peux que vous conseiller la plupart des films, même si j'ai pas forcément tout aimé. Je trouvais qu'au minimum c'était tous des bons films, mais c'était vraiment tout tourne autour souvent de la tromperie, ça tourne autour du couple, il y a des histoires assez troubles à chaque fois, ça tourne beaucoup autour du meurtre, ça tourne beaucoup autour de ce genre de choses. C'est vraiment super, j'aime beaucoup Stéphane Audran dans tous ses films, et tous les films sont sortis à peu près entre 68 et 73 de mémoire, sont vraiment tous très bien, tous ceux que j'ai cités, et je vous conseille fortement de regarder ces films qui du coup normalement à l'heure où sort cet épisode, enfin le jour où sort cet épisode, le cycle s'est terminé sur Arte. Les films ne sont plus disponibles gratuitement sur la plateforme d'Arte, mais je pense qu'ils doivent être maintenant disponibles sur une autre plateforme, et je vous invite fortement à les regarder. Et voilà, merci de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, on va vous laisser sur un petit extrait musical, puisque l'épisode a beaucoup tourné autour des femmes notamment, mais également des armes. On se retrouve pour un prochain épisode. Salut! Nous avions 10 ans à peine.